L'un de nos deux invités, Gérald Olivier, est avec nous, journaliste franco-américain. Bonjour. Bonjour. Auteur de Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions Confident. Vous étiez déjà venu sur Sud Radio. Et dans un instant, Guillaume Lagarde, spécialiste en relations internationales, aussi maître de conférence à Sciences Po, auteur de Questions internationales en fiche. Sur cette incertitude, est-ce qu'il faut dire, pour que l'on comprenne bien les choses, Gérald Olivier, c'est que les Américains votent, bien sûr, et il y a le nombre de voix, mais ce qui change, c'est que ce sont les grands électeurs dans chaque État, quoi, bien sûr. Quoi. Un candidat peut avoir 3 millions de voix de plus, oui. Mais après, c'est par État que ça se joue. Hein. Absolument, c'est une élection au suffrage indirect, oui. Et donc vous aurez d'un côté le vote populaire, mais ce n'est pas le vote populaire qui va faire le vainqueur. Le vainqueur, c'est celui qui parviendra à 270 grands électeurs, et donc les grands électeurs, ils sont attribués à chaque État en fonction de la population de cet État. Oui. Plus vous êtes peuplé, plus vous avez de grands électeurs. C'est la Californie qui vient en tête avec 54. Le Wyoming vient en dernier avec 3, parce qu'il y a un représentant au Congrès et 2 sénateurs. Et donc à chaque État, ce qui se passe, c'est que le vainqueur dans l'État, que vous gagnez de quelques dizaines ou dizaines de milliers de voix, vous raflez toute la mise. Vous avez tous les grands électeurs derrière vous. Ouais. Et donc après, on fait la tabulation et on regarde qui parvient à 270. Donc actuellement, vous avez Trump donné à 219 et Kamala Harris donné à 226. Et il reste 7 États, soit 93 grands électeurs à attribuer. Et en fonction de qui gagnera quoi, on verra comment se dessinera le résultat final. 270, c'est ça. 270, il faut atteindre le chiffre de 270 pour le chiffre magique pour atteindre. Et ça peut prendre plusieurs jours, non ? Ça ne devrait pas. Pourquoi ? Mais alors pourquoi ? C'est une très bonne question et tout le monde ne vous donnera pas la même réponse. Mais ma réponse personnelle, c'est que depuis 2 élections, en particulier celle de 2020, d'accord, à cause de la pandémie, on a introduit un vote par correspondance massif. Certains États, dont la Pennsylvanie, autorisent le vote par correspondance, autorisent également le vote par anticipation, mais on ne commence à compter les votes qu'au lendemain de l'élection, c'est-à-dire à partir de mercredi matin, en quelque sorte, ou à partir du soir, ou l'heure à laquelle les urnes ferment. Eh bien, le temps de compter tous ces bulletins par correspondance peut prendre plusieurs jours. Et à partir de là, vous n'avez pas un résultat connu, sauf si bien évidemment il y a un écart de voix suffisant pour garantir que l'un des 2 candidats sera gagnant avant même d'avoir compté tous les votes. Mais dans la Pennsylvanie et dans d'autres États, comme l'écart est extrêmement étroit, eh bien il faudra attendre jusqu'au dernier bulletin pour savoir qui vraiment aura gagné. Et ça, c'est une incertitude qui pour moi est très pénalisante pour le système et extrêmement angoissante pour les électeurs. Et puis juste une petite réflexion, c'est tellement incertain justement, et comme ça se joue dans un mouchoir de poche, est-ce qu'il peut y avoir des fraudes ? Parce qu'il y a toujours une suspicion. Alors les 2 camps se renvoient la balle. Oui, il y a beaucoup de fraude. Non, il n'y a pas de fraude. Le mot fraude, c'est un mot tabou qu'il ne faut pas employer. On n'a pas le droit, mais il peut y avoir des erreurs. Pourquoi on n'a pas le droit ? C'est pas moi qu'il faut poser la question, mais si vous dites fraude, vous êtes qualifié de complotiste. Et vous rejetez le résultat de 2020, etc., etc. Vous avez tout un enchaînement. Quand on est dans les médias, c'est un mot qui est particulier. Donc, j'irai pas jusqu'à dire fraude, mais il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des manipulations. Elles sont non nombreuses. D'ailleurs, il faut rappeler que jusqu'à la pandémie, même aux États-Unis, le vote par correspondance avait été rejeté 2 fois. Jimmy Carter, il y a très longtemps, avait voulu l'introduire et puis on avait changé d'avis. Et vous aviez eu une enquête qui avait été confiée au New York Times il y a une dizaine d'années, où également on avait jugé que le système allait engendrer des erreurs et qu'à partir de là, il fallait pas rentrer dedans. Mais aujourd'hui, il est installé, c'est comme ça. Autre invité, Guillaume Lagarde, bonjour. Bonjour. Je le disais tout à l'heure, spécialiste en relations internationales, auteur de Questions internationales en fiche. Ça, c'est intéressant, évidemment, pour comprendre un peu les choses. Et notre monde qui est en évolution et en ébullition, effectivement, l'ensemble de la planète aux éditions Ellipse. C'est pour ça que cette élection américaine est intéressante et passionnante, bien sûr. Enfin, passionnante, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, évidemment, elle a aussi beaucoup de conséquences. Sur ce dernier point que l'on disait, là, en fait, les États-Unis, c'est la plus grande démocratie au monde. Je pense qu'on peut... Mais en même temps, elle a des fragilités internes, notamment sur ce système en fait de vote et sur ce comptage, non ? Oui, c'est un système électoral, Julie l'a bien expliqué, qui est extrêmement complexe, qui n'a pas vraiment d'équivalent en Europe et en France. Alors, sauf peut-être le système d'élection du maire à Marseille, à Paris et à Lyon. Vous savez, on a un système aussi par arrondissement avec le même type de grands électeurs. Donc ça, c'est une particularité. C'est aussi un système qui est
extrêmement démocratique dans le sens où les électeurs américains sont en permanence sollicités. Il faut rappeler que là, il y a l'élection présidentielle qui se tient, mais il y a aussi un tiers du Sénat qui est renouvelé, et vous avez l'ensemble de la Chambre des représentants. Pour que les électeurs, enfin pour que nos auditeurs comprennent bien, ça veut dire que c'est comme si nous faisions des élections législatives tous les 2 ans. C'est-à-dire tous les 2 ans, il y a un renouvellement complet de la Chambre des représentants. Et à ces élections nationales, enfin ou fédérales, il faut ajouter des élections au niveau des États. Vous avez des élections qui vont désigner le gouverneur, des élections qui vont désigner les assemblées des gouverneurs des États. Vous avez aussi des élections qui vont désigner, parce que ça c'est une particularité qui n'existe pas chez nous en France, les membres des juridictions, c'est-à-dire que les juges aux États-Unis sont élus. Dans certains États de l'Amérique, vous avez aussi des shérifs qui sont élus. Et puis on va aussi poser des questions aux électeurs. Il y a des questions, des référendums qui sont organisés. Énormément de choses, quoi. Des initiatives et propositions. Il faut imaginer, enfin, si vous allez un jour dans un bureau de vote américain, vous avez d'immenses feuilles sur lesquelles il faut, comment dirais-je, cocher les cases. C'est objectivement très compliqué par rapport à une élection chez nous, où finalement c'est assez fait simple, vous avez 2 ou 3 bulletins, vous en mettez un dans l'enveloppe et vous partez, le tour est joué. Là c'est très compliqué. Alors du coup, je rebondis sur l'histoire des fraudes. Fraude ou pas fraude, fraude ou pas fraude. Ce qui est vrai, c'est que dans l'histoire américaine, comme dans l'histoire française, mais dans l'histoire américaine, il y a eu des moments où on a un peu douté. Au 19e siècle, à New York, Tammany Hall, c'était un grand système de corruption. Plus récemment, à Chicago, la machine démocrate était connue pour organiser des votes un peu dirigés. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il peut y avoir des fraudes? Les États-Unis sont tellement vastes, il y a tellement d'États et de situations différentes que tout est possible. Maintenant, ce qu'on peut quand même observer, c'est que depuis 4 ans, les accusations, vous parliez de l'élection de 2020, devant la justice américaine, aucune n'a prospéré. Il n'y a jamais eu de tribunal qui ait dit, bon, effectivement, là, il y a eu un problème de... Voilà. Allez, on poursuit dans un instant avec vous, Guillaume Laganne, Gérald Olivier, et puis vous, si vous voulez réagir, 0826 300 300 sur cet enjeu des élections américaines. Bien sûr, la vérité en face sur Sud Radio. On se dit tout, hein. Qu'on soit qualifié de complotiste ou pas, évidemment non, on essaie de dire les choses, tout simplement. Sud Radio. Our country will be bigger, better, bolder, richer, safer than ever before. La vérité en face. I am here tonight to say that is not who we are. That is not who we are. Patrick Roger. Gérald Olivier, Guillaume Laganne sont mes invités. La vérité en face jusqu'à 10h autour de ces élections américaines. Est-ce qu'il y a 2 Amériques aujourd'hui, vraiment, mais qui sont face à face, comme il y a peut-être 2 mondes? Guillaume Laganne. Oui, la polarisation de la vie politique américaine, c'est quand même une réalité. Vous avez des États rouges et des États bleus, c'est-à-dire des États, on citait tout à l'heure la Californie, qui votent toujours démocrate, des États qui se votent toujours républicains, par exemple le Texas, même si ça change. Donc oui, il y a 2 Amériques. Et puis au-delà de cette distinction par État, vous avez géographiquement un vote qui est quand même très distribué sur le plan du territoire. C'est-à-dire qu'en gros, les villes cosmopolites ont tendance à voter plutôt démocrate et les campagnes, les zones rurales votent républicain. Et en fait, l'élection, elle se joue beaucoup dans des banlieues qui sont à la fois urbaines et rurales et où les 2 votes coexistent. Oui, mais je disais, Gérald Olivier, 2 mondes, 2 Amériques, et on a l'impression que le fossé s'est creusé. Auparavant, bon, républicains, démocrates, certes, avaient des différences, mais pas tant que ça, finalement, parce qu'il y avait un modèle capitaliste qui avançait et tout. Et là, on a l'impression qu'il y a 2 mondes, quoi. Oui, mais la réponse à votre question, vous l'avez presque déjà formulée. C'est ce monde capitaliste qui avance et que quelqu'un rejette. Ce qu'on oublie, c'est que pendant très très longtemps, les États-Unis ont été unis comme champions du monde libre dans la guerre froide. Et démocrates ou républicains, vous aviez un ennemi commun qui s'appelait l'URSS. Et vous aviez un monde communiste, carcéral, etc., contre les libertés individuelles. Et vous étiez le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, le champion du monde libre, et vous défendiez à la fois ces libertés individuelles, ces valeurs qu'on appelait à l'époque occidentales, et d'une certaine façon un monde capitaliste. La guerre froide, elle a fini il y a plus de 30 ans. On n'a plus d'ennemis communs, et de plus en plus, un segment de la population américaine se sent tenté par la social-démocratie, voire carrément le socialisme. La montée de Bernie Sanders au sein du Parti démocrate, elle témoigne absolument de cette évolution. C'est quelqu'un qui, à 40 ans, n'aurait jamais eu l'audience qu'il a aujourd'hui. D'ailleurs, quand il a commencé, il a eu le plus grand mal à se faire entendre, et il représentait un tout petit segment qui était à 0, quelque chose de l'électorat, qu'on retrouvait sur les campus, qu'on retrouvait parfois dans quelques facultés universitaires, mais qui ne représentait pas un électorat très important. Aujourd'hui, il est
est le quart du Parti démocrate. Ouais, c'est ça. Alors bon, avant, évidemment, l'adversaire entre guillemets des États-Unis, c'était le communisme, et pour une partie du monde occidental. Aujourd'hui, quand je disais deux mondes, est-ce qu'on peut parler vraiment, Guillaume Lagan, de deux mondes, de trois mondes, en fait, avec le bloc effectivement chinois, russe, indien, et puis la partie occidentale, l'Amérique, l'Europe, quoi. La géopolitique ou la géopolitique. Non, mais voilà, la géopolitique, oui. Il y a deux manières de voir le monde aujourd'hui. Certains disent on va vers un monde qui serait éclaté en multiples polarités, donc un monde multipolaire où chacun jouerait sa partition. D'autres pensent qu'au contraire, on va vers une nouvelle bipolarisation qui se tournerait autour des États-Unis et de la Chine, là où l'URSS et les États-Unis s'affrontaient pendant la guerre froide. Et c'est vrai que quand on regarde les chiffres, c'est-à-dire quand on regarde le poids de l'économie de chacun de ces États, c'est considérable. Les États-Unis, il faut le rappeler, ils ont progressé dans la part qu'ils ont du PIB mondial ces dernières années, parce que la croissance du pays a été extrêmement forte. Et je reviens du coup sur la division des deux Amériques. Moi, je vois ça aussi comme une forme de... Pendant la guerre froide, il faut rappeler que l'Amérique, elle s'est beaucoup enrichie. On a développé des systèmes d'État-providence, la grande société dans les années 60, etc. Aujourd'hui, les États-Unis, c'est un pays où, même si évidemment tout le monde n'est pas riche, le niveau de vie est quand même très élevé. Et donc, les gens, ils ont tendance à se déplacer leurs différences dans le haut de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, c'est-à-dire, vous savez, les préférences en politique. Et ils vont de plus en plus vers les questions culturelles, les questions de morale, les questions d'identité. Oui. Et donc là, sur ces sujets-là, vous n'avez pas tellement de consensus parce que soit vous êtes pour le mariage homosexuel, soit vous êtes contre. Soit vous êtes pour l'avortement, soit vous êtes contre. Ouais. C'est difficile de dire, moi je suis à moitié, j'accepterai qu'on soit à moitié. Peut-être le progressisme d'un côté et le conservatisme de l'autre, quoi. On a malgré tout. Alors, le point sur lequel je suis tout à fait d'accord, c'est le niveau de vie moyen des États-Unis. Ouais. C'est-à-dire que quand on est pauvre aux États-Unis, on est quand même beaucoup plus riche que beaucoup d'autres gens ailleurs qui ne sont pas forcément qualifiés comme pauvres ailleurs. Mais par rapport au niveau de vie américain, on est très très en dessous de la moyenne. Donc il y a une pauvreté malgré tout aux États-Unis qui existe. Maintenant, l'autre chose que l'on constate, c'est en effet un éclatement des valeurs sociales. Une forme d'atomisation de la société. C'est-à-dire que la famille nucléaire façon années 50, papa, maman, lui travaille, elle est à la maison, les deux enfants sont à l'école et il y a deux voitures dans le garage, c'est un modèle qui n'est plus du tout le modèle dominant. Aujourd'hui, vous avez des familles décomposées et parfois recomposées, vous avez les deux parents qui travaillent, vous avez très souvent un parent seul ou une mère seule qui cherche à élever ses enfants et s'en sortir. On a des enfants qui eux-mêmes ne sont plus gérés ni par les parents, ni par l'école, mais plutôt par les réseaux sociaux. Et on a une forme de société qui est de plus en plus, je dirais, un petit peu atomisée et perdue. Et d'ailleurs, on le remarque dans un certain nombre d'évolutions sociales. Et sans rentrer dans le débat, parce que c'est pas celui de ce jour, mais le problème des transgenres et de l'identité des adolescents aujourd'hui, elle est en grande partie liée à cette perte de repères et cette perte de guidage. C'est le wokisme aussi, en fait. Le wokisme en fait partie, mais le wokisme est un petit peu différent. Le wokisme, c'est une idéologie radicale qui tente à mettre à bas, je dirais, le système oppressif mis en place par le capitalisme et cette société hégémonique qui est issue du capitalisme. Donc le wokisme est une forme plus politique de cela. Mais moi, je parle simplement de l'identité personnelle de gens, y compris d'adolescents, qui ne sont pas éduqués par leurs parents parce que les parents ne sont pas là ou n'ont pas le temps, qui ne sont plus éduqués par l'école parce que l'école a renoncé à cette mission et qui se retrouvent à la merci d'influenceurs, de manipulateurs et qui après, avec les dégâts qu'on peut constater. Oui, voilà, ça c'est une opinion évidemment. Certains disent qu'il faut avancer vers ça en allant. Enfin bon, c'est un autre sujet effectivement qui dépasse l'élection. Non, mais qui dépasse évidemment l'élection. Et le modèle américain n'est plus le modèle de référence. Vous qui êtes spécialiste, Guillaume Lagan, des questions internationales, il n'est plus le modèle de référence peut-être sur la planète comme il l'était auparavant. Tout le monde voulait ressembler. Enfin, tout le monde. Je caricature peut-être un peu, mais voulait quand même ressembler aux États-Unis. Il y a toujours eu quand même un peu une ambivalence par rapport à ce modèle américain. Vous avez, pendant la guerre froide, vous avez évidemment toute une partie du monde qui aspire au mode de vie américain, en particulier l'Europe occidentale, qui s'américanise à cette époque-là. Pourquoi ? Parce que l'Amérique, c'est avant tout le symbole de la prospérité matérielle et de la liberté d'opinion. Mais vous avez encore, en même temps, toute une partie de l'opinion qui le rejette. À l'époque, en France, le Parti communiste, vous savez, sur les murs de France, vous aviez « US go home ». Alors c'est un paradoxe, parce que souvent on dit « US go home ». Take me with you, c'est-à-dire revenez chez vous, mais finalement, moi j'aimerais bien y être aussi. Et la preuve qu'on peut en voir aujourd'hui, c'est qu'à la fois vous avez toute une partie du monde, la Chine, l'Iran,
la Russie qui rejette le modèle américain, qui passe leur temps à dire, alors en le caricaturant, en disant que c'est un modèle wokiste, c'est un modèle qui repose sur la promotion, on parlait tout à l'heure de l'homosexualité, des diversités sexuelles, etc. Alors que ça n'est pas que ça. Et en même temps, moi, ce qui me frappe quand même, c'est que les États-Unis sont le premier pays de la planète en termes d'attractivité des migrants. C'est-à-dire que la plupart des migrants du monde entier, d'Amérique du Sud, mais même d'ailleurs, moi, ce qui m'a beaucoup frappé ces derniers mois, là, c'est que vous avez des filières qui viennent d'Inde. L'Inde qui nous est présentée comme un État des BRICS, un État émergent, un État en pleine expansion économique. Vous avez des citoyens indiens qui payent très cher pour aller en Amérique centrale et, en prenant de grands risques physiques, traverser la frontière pour aller aux États-Unis. À quel point, vous voyez, l'attractivité d'Amérique, elle reste entière. Guillaume Lagan et Gérald Olivier, on va continuer la discussion. Vous avez utilisé le terme risque. Est-ce qu'il y a un risque derrière ces élections américaines? Risque de quoi? Risque pour la démocratie? Risque de Donald Trump? Risque du côté de Kamala Harris pour autre chose? D'autres conséquences sur la planète? C'est ce qu'on va voir ensemble dans un instant dans La Vérité en face sur Sud Radio. Sud Radio. We are not going back. La Vérité en face. We will make America great again. Patrick Roger. Guillaume Lagan, Gérald Olivier, mes invités, La Vérité en face jusqu'à 10h. Tout à l'heure, ce sera donc Gilles Gansman et Benjamin Glaise pour la partie média, la partie débat. Il y aura d'ailleurs Élise Lucet avec une spéciale sur France Télévisions autour de ces élections américaines. Alors, je disais tout à l'heure le mot risque. Risque pour qui et pourquoi? C'est brandi souvent par certains médias, notamment ici, même aux États-Unis. Comment vous l'analysez, vous, Gérald Olivier? Alors, tout dépend. Oui, quel risque, quoi? Voilà, tout dépend ce qu'on entend par risque, si vous voulez. Il y a le risque immédiat, si vous voulez, c'est celui d'un résultat incertain et celui d'un résultat contesté. Ouais. Exactement comme on l'a vu en 2020, où le perdant apparent refuse de reconnaître sa victoire, ou bien ses supporters refusent sa défaite, pardon, et ses supporters refusent de l'admettre, et on peut avoir des gens dans la rue de différentes façons. Donc il y a ce risque immédiat. Et moi je le dis. Ce serait plus dans le cas où Trump serait battu. Pas forcément. Il y a des groupes armés. Non, pas forcément. Pas forcément. Vous avez une violence de gauche, et je peux vous dire que si Trump remporte largement cette élection, vous aurez immédiatement un rejet qui sera manifesté avec des gens qui descendront dans la rue, dans certaines villes, à New York, à Chicago, à Portland, à Seattle, pour dire c'est pas mon président, on veut pas de fascistes à la Maison Blanche. Vous aurez une opposition qui pourra être, je dirais, peaceful, comme on dit en anglais, c'est-à-dire plus ou moins pacifique, pas forcément violente, mais vous aurez un rejet immédiat d'une victoire de Donald Trump par la gauche la plus radicale. Dans le cas d'une défaite de Donald Trump, si cette défaite survenait après des décomptes qui ont laissé lieu à différentes interprétations, ce dont on parlait tout à l'heure, une forme de fraude apparente ou pas, là vous auriez également un deuxième risque. Ça c'est le premier risque immédiat. Après, à long terme, pour moi le véritable enjeu de l'élection, c'est l'identité de l'Amérique. Ce que vous disiez, ce que vous laissiez entendre par les deux petites citations qui sont venues au début, on va pas revenir en arrière, dit Kamala Harris, et au contraire Donald Trump qui dit on est capable de rendre sa grandeur à l'Amérique. Donc on a deux projets qui sont quand même radicalement différents, deux visions radicalement différentes de l'Amérique, et je peux vous dire que dans 4 ans, si l'un ou l'autre a gagné, l'Amérique n'aura pas le même visage. L'enjeu il est là. Guillaume Lagan, alors, les risques, où sont-ils? Que voyez-vous? Pour moi, le risque principal, si vous voulez, c'est que, compte tenu du poids de l'Amérique dans les affaires du monde, du poids de l'Amérique dans les questions militaires, notamment dans la défense de l'Europe, et plus généralement dans l'opposition à la Chine et à la Russie, il est évident que la personne qui dirigera la Maison-Blanche a une importance globale pour nous. Et on sait qu'avec Donald Trump, on a déjà eu une expérience de 4 ans, pendant lesquels, il y a eu quand même beaucoup de... Il n'y a pas eu du négatif, il a fait des politiques qui ont été, considérées comme plutôt consensuelles, mais il y a un mode de gouvernance par le tweet, par la crise un peu permanente, qui était un peu fatigant, il faut le reconnaître. Déstabilisant même. Déstabilisant en premier lieu pour les alliés. Alors peut-être que c'était un avantage vis-à-vis de ses adversaires, mais pour les alliés c'était compliqué. Alors maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un risque ? Là, par rapport à ce que vient de dire M. Olivier, je suis peut-être un peu nuancé, c'est-à-dire que bien sûr que l'identité du président américain est un facteur majeur dans les affaires du monde. Mais en même temps, 2 éléments. Premier élément, il n'est pas tout seul. Il y a autour de lui une administration. Donc qui entourera Donald Trump ou Kamala Harris une fois qu'il sera au pouvoir? On ne sait pas très bien. Il y a plusieurs voies possibles.
qui surtout sera au Congrès. Parce que je le rappelle, les États-Unis, c'est un système où le président a un grand rôle, mais le Congrès, il peut rien faire sans le Congrès. Est-ce que le Congrès sera démocrate? Est-ce qu'il sera républicain? Est-ce qu'il sera bloqué? Ça va beaucoup, à mon avis, influencer le déroulement de ce qui va se passer dans les 4 années qui viennent. Et puis ensuite, au-delà, si vous voulez, du pouvoir exécutif aux États-Unis, il faut rappeler que tout ne va pas changer aux États-Unis parce que le président sera différent. Il y a quand même un système fédéral avec une très grande autorité des États, très grande compétence des États, et donc l'Amérique, elle peut aussi évoluer d'une manière différente de ce que le président aura voulu. Oui, alors, mais Gérald Olivier, certains disent oui, il y a un risque, par exemple, si c'était Trump pour l'Europe, parce que Trump, il a déjà laissé entendre que l'OTAN, voilà, et puis que l'Europe, ce n'est plus vraiment sa préoccupation. Vous y croyez, ça? Et que, en plus, il va fermer un peu plus les frontières et jouer un peu plus du protectionnisme, et donc on va souffrir. Protectionnisme économique, ça c'est sûr. Oui. Ça fait partie de son programme et il ne s'en cache pas. Maintenant, le protectionnisme économique n'est pas une fin en soi. Non. Dans l'outillage de Donald Trump, c'est un argument pour forcer une réindustrialisation de l'Amérique. Ce que Donald Trump veut, c'est que les compagnies étrangères, plutôt que de faire des produits à l'extérieur et de les exporter aux États-Unis, viennent monter leurs usines aux États-Unis et les vendent depuis l'intérieur des États-Unis. Ce qui s'est déjà passé là, ce qui commençait à se faire, absolument. Bien sûr, et d'où l'enrichement des. Voilà, l'idée y elle est là. sous Biden. Hein, oui, en fait. alors, ça c'est la théorie. Voilà, il faut peut-être nuancer parce que le protectionnisme, ça fait des emplois à la maison, mais ça fait aussi des prix plus élevés. Donc, l'inflation, il y a eu inflation à 2 chiffres par moment. Il n'est pas absolument. Pardon, il n'est pas absolument certain. D'ailleurs, 2 choses. D'abord, ça montre qu'il y a quand même une très grande continuité au-delà des hommes entre les administrations, parce que Biden a repris le programme protectionniste de Trump. Il n'a pas du tout levé les barrières protectionnistes contre la Chine. Deuxièmement, là, il y a quand même une petite rupture qui n'est pas intérieure à l'Amérique, mais à Trump lui-même. C'est-à-dire que, traditionnellement, le parti républicain, c'était un parti libre-échangiste qui disait il faut que l'Amérique exporte davantage et participe au commerce international. Et là, c'est vrai qu'il y a quand même une nuance une rupture que Trump a introduite, qui a été reprise par les démocrates. Je ne suis pas certain que sur le long terme, ça soit très bon pour l'Amérique ni pour nous. Mais de fait, je pense que ça sera conclusion de Gérald Olivier. Là, vous avez parfaitement raison. Et là, on est sur l'avenir, je dirais, à plus long terme. Parce qu'en effet, le Parti républicain, c'était le parti du libre-échange. Et on se rend compte aujourd'hui, certains au sein du parti le disent, que les termes de l'échange ne sont pas égaux ou équitaux entre les conditions de production en Chine et les conditions qu'on a aux États-Unis, entre les normes et les réglementations que l'on peut avoir aux États-Unis et celles qu'on a en Chine. La Chine est capable de produire les mêmes produits pour beaucoup moins cher. Et du coup, la compétition est faussée. À partir de là, on ne peut plus avoir un libre-échange qui soit totalement libre. Et ça, c'est beaucoup l'option de J.D. Vance, qui appartient justement le colistier de Donald Trump, qui pourrait devenir vice-président et qui sera l'héritier du Trumpisme dans 4 ans. Il appartient à cette branche du Parti républicain qui consiste à dire que, attention, une forme de protectionnisme n'est pas inutile, elle doit être prise en considération. Et le protectionnisme, rappelons-le, c'est une tradition historique aux États-Unis. Oui. Merci beaucoup à tous les deux, Gérald Olivier. Je rappelle votre livre, Le clan Biden, l'Amérique et l'État profond, aux éditions Confident, et Guillaume Lagan, auteur de Questions internationales en fiche, édition Ellipse. On continue d'en parler dans un instant avec Benjamin Glaise, Gilles Gansman dans les débats, la partie média aussi, André Berkoff ce midi aussi, et les vraies voix bien sûr dans l'après-midi, et demain matin, édition spéciale sur Sud Radio.